Mesdames et messieurs, bienvenue au Mystère de l'Infini. Ce soir, les séries noires. Mesdames, Messieurs, on a tous eu dans notre vie des moments où nous avions des belles séries de chance, des moments où nous avions aussi des séries un peu plus difficiles. Et c'est le sujet aujourd'hui de notre émission. Alors, nous allons explorer les raisons derrière ces séries d'événements de chance ou de malchance. Et nous allons faire ça avec M. Normand Pinard, qui est métaphysicien et voyant. Et c'est comme ça qu'on va tenter de comprendre si on peut avoir une influence sur des séries de malchance qu'on voudrait changer en éventuellement des séries de chance. Alors, bonjour, M. Pinard, ça va bien? Bonjour, M. Saunier, ça va très bien. Alors, on continue aujourd'hui avec ce sujet tout à fait passionnant, toujours expliqué sous l'angle de la métaphysique, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'on va aborder le sujet. Alors, comment peut-on expliquer que des événements, pour certaines personnes vivent vraiment des événements malchanceux à répétition ou des tristesses à répétition. Et ça peut être aussi des événements qui ne sont pas nécessairement des événements de la personne propre, mais peut-être par exemple des décès, des deuils à vivre qui leur sont présentés dans la vie. Alors, comment ça peut se présenter? Si je pense particulièrement aux séries noires, d'après mon expérience, je pense qu'on n'est jamais un meilleur laboratoire sur soi-même que sur les autres. Donc, en ce qui me concerne, les séries noires vont être déclenchées au niveau émotif. Donc, c'est au niveau des émotions que moi, je vais travailler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup besoin de me retirer dans la nature. Bon. Maintenant, j'ai regardé les autres aussi, puis c'est aussi la même chose. Donc, l'élément émotif joue un rôle important. Et il joue un rôle important aussi dans le sens qu'il faut comprendre que l'on émet de l'énergie dans l'espace et dans le temps, et que nous sommes toujours en lien avec cette énergie-là. Donc, la qualité des émotions influence l'événement. Ça, c'est la chose qu'il faut retenir. Qu'est-ce qu'une émotion de qualité à ce moment-là? Qu'est-ce que vous définissez? C'est une pensée de qualité. Je vais vous donner un exemple. Ma première expérience, ça remonte à l'achat d'un aquarium à poissons. C'est en 1984. Et plus j'accordais de l'importance aux poissons, plus j'avais des problèmes. Alors, il y avait comme une sorte de lien entre l'événement et je me dis, il faut que l'eau soit très claire. J'étais extrêmement perfectionniste. Plus j'accordais d'importance, plus j'avais des problèmes de maladie avec les poissons. Alors, j'étais rendu avec l'aquarium, j'étais rendu avec l'urgence, j'étais rendu avec tout. Et finalement, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je vais lire les livres comme il faut, etc. Je me suis renseigné. Et je me suis rendu compte que mon état émotif avait tendance à influencer l'expérience qui était l'aquarium à poissons. Mais pour moi, même encore à ce moment-là, c'était pas quelque chose de déterminant. Disons que ça m'a mis un petit peu comme la puce à l'oreille. Je me suis dit, c'est étrange que les poissons, maintenant que je m'en occupe moins, ils ont l'air en santé, ils sont bien. J'allais voir des amis à moi qui avaient d'immenses aquariums, mais je dis, comment est-ce que vous faites pour avoir des poissons qui sont en santé, qui ne tombent pas malades? Je dis, on s'en occupe pas. Oui, mais si on a un aquarium, c'est parce qu'on aime on aime profiter de l'aquarium. Sinon, on n'en a pas. Alors, il faut bien y porter une attention. Si on en veut un aquarium, c'est parce qu'on veut en profiter. On veut y porter attention. Mais c'est là que j'ai découvert que les animaux sont en relation avec nous, et même les poissons et même les insectes. Ça, je l'ai su beaucoup plus tard parce que j'ai fait de la télépathie avec les animaux.
Donc, les poissons, les animaux, en fait, vont recevoir des informations sur notre état. La même chose avec les plantes. Et on sait qu'il y a eu des expériences sur les plantes avec la CIA, par exemple, avec lequel s'était produit un crime dans un endroit et que la plante avait enregistré des émotions. Donc ça, c'est à voir sur Internet concernant les recherches. Je n'ai pas le nom, malheureusement, spécifique des gens de la CIA qui ont fait ces expériences. Je pense que c'est au tout début des années 50. Donc, disons, il y a un autre événement majeur qui est arrivé, c'est, je ne sais pas si vous avez vécu l'expérience de vous achetez une très belle voiture et la première semaine, vous vous faites arracher le miroir ou quelque chose. Donc, j'ai remarqué que plus on accorde de l'importance à une chose, plus la chose devient importante, plus elle a tendance à se manifester à travers toute émotion qui est portée sur une chose va vous en faire baver un coup. Alors, je me rappelle d'une expérience qui est vraiment, vraiment spéciale. Une voiture que j'avais achetée et qui finalement, que j'accordais beaucoup d'importance parce que lorsqu'une voiture est neuve, on accorde toujours beaucoup d'importance. Mais je n'arrêtais pas de me faire, comment est-ce qu'on pourrait dire, égratigner le pare-choc. Alors, à chaque fois, ça coûtait une fortune, ce qu'on appelle les retouches sur des voitures. J'étais rendu, ça faisait 6 fois, 7 fois. J'ai dit, là, ça va faire. Alors, j'ai dit, je vais aller changer. Vous ne l'avez pas graffiné plus, j'espère, pour ne plus vous en faire. Mais j'étais rendu quand même à peu près à 900 $ de touch-up. Oui. Donc, ce qu'on dit en français, les retouches, j'en avais ras-le-bol. Oui. Alors, à un moment donné, j'avais fait la dernière retouche. J'ai dit, demain, je vais aller faire installer chez le garagiste quelque chose qui va protéger ça d'une manière définitive. Et un ami m'a téléphoné. Il m'a dit, Normand, on va aller au cinéma et ensuite, on ira manger au restaurant. Et j'étais dans un état de dire, un peu traumatisé par tout cet ensemble de retouches, parce que c'était successif. Ça ne s'était pas arrêté. Donc, c'était une sorte de série. Alors, on est sorti environ 2 heures. On est allé manger au restaurant. Et qu'est-ce qui est arrivé, vous croyez? Ma voiture, lorsque je suis sorti du restaurant, il y a une voiture qui a reculé et qui a complètement égratigné le pare-choc dont je devais... Puis vous étiez présent, vous l'avez observé. Oui. Donc, vos émotions en ont pris pour un coup cette fois-là. Mes émotions en ont pris pour la prise de conscience que finalement, plus vous placez de l'émotion sur une chose, ne faites pas ça avec votre compagne, votre blonde. C'est la même chose. Parce que c'est exactement la même chose. On n'a pas besoin de placer d'émotion. Souvent, ça vient seul. Ça vient seul. On n'a pas besoin de le placer. Alors, plus vous placez de l'émotion sur une chose, plus cette chose-là va avoir tendance à vouloir se manifester comme étant une chose qui va prendre des tangentes inattendues. Par exemple, on peut vivre ça avec simplement son ordinateur. Plus vous accordez d'importance à vos logiciels, à votre ordinateur, plus vous allez avoir souvent des problèmes. Donc, j'ai remarqué que la matière est également réceptive. Et la raison pour laquelle la matière est réceptive, c'est qu'elle est constituée de la même énergie que nous sommes. Est-ce que ça se peut que c'est l'émotion de la peur qui fait en sorte que votre voiture, au bout de la ligne, se retrouve... La peur vous aviez la peur de l'égratigner et c'est l'émotion de la peur qu'elle s'égratigne qui faisait que vous en portiez tellement attention que, en fait, compte, tout ce qui touchait votre voiture l'égratignait? Non seulement c'est ça, mais c'est pire que ça. Ce que j'en ai tiré comme leçon, c'est que la pensée influence l'événement et que toutes les pensées influencent la vie. Donc, les séries noires sont possibles dans la mesure où il y a plusieurs choses qui peuvent créer des séries noires dans une vie. La première chose, parce que moi, je commence toujours avec le côté le plus logique avant d'entrer dans la métaphysique. Le plus logique, c'est que les séries noires vont toujours débuter par souvent une relation psychologique qu'on va établir avec soi. Donc, une relation émotive. La manière de prendre la vie, la manière de regarder la vie. C'est aussi une manière d'engager avec le monde une émotivité. C'est-à-dire que l'engagement que l'on a avec le monde, c'est un engagement émotionnel. Donc, si il y a des gens comme ça que je rencontre souvent et qui vont me dire « j'ai peur de rencontrer quelqu'un parce que j'ai peur que ça ne fonctionne pas ».
Bien, j'ai dit, madame, il faut changer votre vision des choses parce que si vous gardez cette vision-là, ça ne fonctionnera jamais. Donc, penser, c'est créer. Anticiper, c'est créer le phénomène. Donc, tout phénomène est relié à un état de pensée, à un état de peur, comme vous avez mentionné tantôt, ça provoque l'événement. Donc, la première chose, c'est la relation entre la conscience et le subconscient. Donc, autrement dit, être en communication avec soi-même, ça peut créer des événements qui sont aussi bien bénéfiques que maléfiques. Alors, quand je veux changer les séries, je change mon comportement. C'est-à-dire, je change mon attitude, je change ma pensée, je change mon état d'être par rapport à la vie. Évidemment, pour ça, j'ai une technique. Je me retire dans la nature. Donc, je coupe la pensée. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des personnes qui se confortent dans des séries noires pour y retirer des bénéfices secondaires de pitié ou que les gens portent attention à eux s'ils vivent des événements négatifs et quelque part, ça renforce leur comportement de continuer des séries de malheurs qui fait que les gens portent beaucoup d'attention à eux. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la... C'est une question très intéressante. Quelqu'un qui manque d'être peut se remplir par ses ténèbres. La nature a horreur du vide. Et un individu qui ne sent pas que sa vie est remplie, homme ou femme, peut très bien la remplir avec un sentiment de culpabilité fondamentale par des ténèbres intérieures, c'est-à-dire par la possibilité de créer des événements qui vont être strictement négatifs. Autrement dit, c'est très intéressant votre question. C'est parce que là, ça ne concerne pas une seule personne, ce que vous me dites là. Ça concerne le monde entier. Si on regarde les guerres qui reviennent d'une manière intermittente, si je regarde l'évolution humaine depuis les 4000 dernières années, il n'y a pas vraiment eu de moment dans les civilisations de la Terre où on peut dire que les peuples ont été heureux longtemps. Donc, si on ne réussit pas à être son bonheur, on ne peut pas rester entre les deux. C'est-à-dire que nous allons attirer et nous allons fabriquer, soit personnellement ou soit collectivement, des événements négatifs, dont les guerres vont très bien s'infiltrer à l'intérieur de ce processus-là. N'oubliez pas, oui, allez-y. Excusez-moi, mais n'oubliez pas qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu quand même apparu comme une sorte de relâchement qu'on a appelé les années folles. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le rêve américain. Il y a eu cette espèce de mouvement de liberté des années 60, d'après-guerre, n'est-ce pas? Et on dirait qu'on ne peut pas vivre sans, à quelque part, un désir de souffrance intérieure, qui peut provoquer à la fois individuellement des séries noires. Donc, c'est quelque chose de très émotif, à la fois personnel, mais la question que vous m'avez posée tantôt, elle touche aussi le fonctionnement de toute la collectivité. C'est-à-dire, ce qui est vrai pour une personne est vrai pour toute une société. Dans ce qu'on appelle les séries noires, parce que nous ne connaissons pas la relation que le visible a avec l'invisible et que l'invisible a avec la visibilité. Donc, il faut comprendre que l'invisibilité, c'est la création de la visibilité. Mon inconscient, votre inconscient, c'est la création dans le réel de la manifestation de l'inconscience et de la pensée humaine, de votre pensée, à la fois collective, à la fois personnelle. Donc, pour moi, vivre dans une société, c'est aussi vivre dans une série noire. Nous avons des séries noires. En ce moment, nous avons la série noire des enveloppes brunes, de la corruption. Et puis, à un moment donné, on va avoir un autre genre de série noire, n'est-ce pas? Il peut y avoir... et je crois qu'inconsciemment, on désire ça. C'est-à-dire qu'on désire... on a peur. À un moment donné, on entend parler du virus du Nil. Et alors, plus rien.
À un moment donné, on entend parler de la grippe aviaire et plus rien. Et finalement, à un moment donné, on va voir un film, et ça va être un film qui va parler de l'apocalypse. À quelque part, je crois qu'on vit dans une société qui souhaite la fin du monde. Mais ce qui est un peu décourageant, M. Pinard, si vous me permettez, c'est qu'il semblerait que ce soit plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Oui. Mais il y a une raison. Allez-y donc. C'est que les émotions négatives sont beaucoup plus puissantes que les émotions positives. Est-ce que c'est obligatoire? On peut faire aussi des émotions positives qui soient fortes? C'est très difficile. On a tendance à oublier facilement les petits plaisirs de la vie. Prenez, par exemple, je vais vous donner un exemple, vous achetez quelque chose que vous aimez. Au bout de 3 semaines, un mois, ça passe vite. Mais si vous arrive quelque chose d'un peu troublant, admettons que, je sais pas, vous faites égratigner votre voiture, oui. Je sais pas. Peu importe, là où vous placez de l'importance. Oui. D'accord? Vous n'arrivez peut-être pas facilement à l'oublier. Donc, j'ai tendance à penser que les émotions négatives sont plus fortes que le positif. On a tendance à le retenir d'une manière qui est plus puissante. Vous m'avez déjà dit que de vivre des expériences négatives était aussi une occasion de prendre conscience et donc d'éliminer progressivement la souffrance. Pouvez-vous élaborer sur la prise de conscience liée aux séries noires? Comment on peut en prendre le côté positif de ce qu'on a vécu? Bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que, en moins de vouloir, les individus, lorsqu'ils vivent dans la difficulté, ils veulent s'en sortir. D'ailleurs, je vais faire une émission à un moment donné sur le couple. Vous allez être très surpris. Et parce que je ne crois pas que le couple est fait pour être heureux. Mais je crois qu'il est fait pour apprendre, à cause de la confrontation que nous avons à l'intérieur du couple. C'est dommage que ce ne soit pas l'émission d'aujourd'hui parce que je vous ferai élaborer. Oui, bien, je vais en parler éventuellement. Oui. L'humanité apprend à partir de ses propres ténèbres parce que la première chose fondamentale qui existe dans le monde, avant la vie, c'est le néant. Et être, c'est se soustraire au néant. Mais on pourrait dire ceci du néant. Il est fondamentalement le mal. Et c'est seulement en se donnant un être qu'on s'y soustrait. Autrement dit, dans la vie, il n'y a rien à moins de créer. Et nous venons au monde pour créer. Nous venons au monde pour faire quelque chose qui se soustrait du néant. Parce que ce qu'on appelle le mal, puis même les séries noires, viennent d'une sorte de néant. Et même nos émotions, qui sont énormément constituées de culpabilité. Il y a 1 personne sur 100 qui ne souffre pas de culpabilité. 99% des gens vivent toutes sortes de formes de culpabilité. Et ces formes de culpabilité-là, à la fois personnelles et collectives, créent toujours des événements qui vont être à la hauteur de la relation psychologique que l'individu va établir avec lui-même. Maintenant, c'est comment pouvons-nous réagir aux séries noires ou ce qui est négatif, au manque d'être, au néant? Comment arriver? C'est par la créativité. C'est lorsque la pensée ne subit plus les choses et que nous commençons à créer, c'est-à-dire à orienter la vie dans un sens qui est dans le sens de l'être, véritablement de ce que nous sommes, plutôt que de subir le monde qui n'est pas encore dans la conscience. Et c'est la raison pour laquelle la conscience sur Terre va s'établir d'une manière individuelle, mais jamais d'une manière collective. Pour que la conscience puisse se manifester sur Terre d'une manière collective, ça va prendre des siècles. Pour que la conscience puisse s'établir sur Terre individuellement, un individu peut y arriver facilement à la suite de la compréhension de ce qu'il est lorsqu'il effectue un travail sur lui.
C'est très simple d'effectuer un travail sur soi. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Vous savez, un bon psychologue peut aider un individu. Il y a des bons psychologues. Il y en a qui sont moins bons, c'est ça qui est le problème. Mais il y a d'excellents psychologues. Absolument. À partir du moment où un individu effectue un travail psychologique... Il peut y avoir aussi des excellents amis qui peuvent nous aider à mieux comprendre parce que... Les bons amis. Oui, les vrais amis, ceux à qui on peut expliquer notre état d'âme, ceux avec lesquels on est... Ceux qu'on a remboursés, d'ailleurs, les bons amis. C'est quoi? Oui, les bons comptes font les bons amis. Oui. Donc, oui, parce que c'est... Ceux avec qui on a eu des bons comptes. Ceux avec lesquels on a passé et souvent aussi auxquels on a su aussi partager des occasions de bonheur. De bonheur. Et c'est pour ça que je choisis beaucoup les gens que je fréquente. Mais je vais en venir à la psychologie. Allez-y. À partir du moment où une personne effectue un travail sur soi, et qu'elle apprend à se connaître, à savoir qui elle est, elle vient de changer la série de sa vie. Elle vient de changer sa vie. Elle vient pas juste de changer le moment présent. Donc, changer la perception que l'on a de soi, c'est changer les événements dans l'espace et dans le temps. Qu'est-ce que veut nous dire une série d'événements fâcheux ou tristes ou de malheur? Comment une personne doit tenter de trouver réponse à cette situation et comment elle peut découvrir le changement qu'elle doit faire? Parce que vous avez appelé à être. Oui. Mais être, ça demeure, pour les gens qui sont dans une série noire, un cercle vicieux. On n'arrive pas à être toujours à ce moment-là lorsqu'on vit des malheurs. Oui. Alors, par où commencer? C'est surtout dans la difficulté qu'un individu a des chances d'être. Oui. Parce que c'est dans la difficulté où il est confronté avec lui-même. Alors que quand tout va bien et qu'un individu est avec des gens qui ne contestent pas, l'individu n'évolue pas à cette période-là. Donc, on évolue dans la difficulté. La loi est faite comme ça. Au début, l'être humain va toujours évoluer dans la difficulté, alors, pas dans la facilité. À quoi sert le bonheur, M. Pinard? Il sert, une fois qu'on a terminé, le travail sur soi, il s'installe un certain bonheur. Mais au début, l'être humain, il est condamné à vivre dans des difficultés parce que c'est à travers ces difficultés. Les causes de cette difficulté sont en lui parce que c'est la manière de prendre les choses. Mais lorsque c'est modifié, lorsque c'est compris et lorsque l'individu adhère à une conscience qui est très différente de une conscience qui est beaucoup plus vaste entre la relation entre l'invisible et le visible, à ce moment-là, il change ce qu'on appelle les séries, il change sa vie, peut même arriver à changer de chien, peut même arriver à changer de blonde, peut arriver à changer beaucoup de choses à l'intérieur de 6 mois. Vous savez je m'excuse, parce que si vous ne changez pas votre vie, si un être humain ne change pas sa vie va s'en occuper pour le changer. Donc, l'homme n'a pas le choix. L'homme pense qu'il a le choix, mais l'homme n'a pas de choix. L'homme n'a pas de choix sur Terre. Il a le choix après. Lorsqu'il s'est arraché au néant et lorsqu'il adhère à de la conscience, à ce moment-là, il commence à avoir un peu plus de choix. Un peu plus. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une collectivité. Il y a un petit peu plus de choix. Mais il faut faire attention parce que les gens qui nous écoutent sont dans la vie. Ils ne sont pas au-delà de la vie pour l'instant, ceux qui nous écoutent. Et de dire aux gens que le bonheur ou les résolutions des problèmes, c'est après, c'est un peu risqué, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens, même qui sont morts avant la vie et qui sont morts avant la mort. Ce n'est pas nécessairement parce que des gens sont en vie qui vivent. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup d'individus qui vivent dans leur inconscience puis qui ne sont pas là du tout. Puis pour la première fois, ils vont entendre cette chose-là ce soir. Puis pour moi, ça, c'est sûr que c'est une vibration qui permet à un individu de se remettre en question. Mon grand plaisir à moi, c'est de montrer un signe. Une douce provocation. Je suis spécialiste des douces provocations qui puissent permettre à un individu de dire ça a du sens ou alors ça n'en a pas. Mais il y a une très, très, très grande différence entre jaser et parler. Puis pour moi, ça, quelque part, je le dis sans aucune prétention, mais pour moi, ça, c'est parler. C'est-à-dire que parler, c'est
un sens de la communication qui permet à un individu de passer à l'être, de passer véritablement dans son essence, de passer dans son absolu et de faire en sorte qu'il puisse adhérer à une vie qui est facile, qui est intéressante. Parce qu'une série noire, le seul moyen de l'arrêter, c'est de la dédramatiser. Et une vie qui est triste, une vie qui est souffrante, une vie qui est difficile, le seul moyen de l'arrêter, d'arrêter ce processus, c'est en se dédramatisant. Monsieur Pinard, quelle est la place de l'intervention des autres? Parce qu'il arrive qu'il y a des personnes qui savent aider les autres pour désamorcer, pour aider à désamorcer cette série-là par exemple, une intervention, un geste, une parole ou une écoute. Quelle est la place de l'intervention de l'autre pour aider un individu? Et je vous fais une référence à des situations que j'ai déjà entendues dans le domaine de la santé où il y a des gens qui vivent des crises très graves au niveau de la maladie mentale et j'ai entendu des intervenants m'expliquer comment c'était même devenu une mode au niveau de l'intervenant lui-même, qu'il y avait presque un concours, et c'est un concours très sain en passant, c'était le concours de l'intervenant qui pouvait réussir à parler à une personne qui avait une crise très profonde et à désamorcer quelque chose qui aurait pu se dégénérer en une situation encore plus grave. Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples, mais cette intervention-là, qui est une intervention extrêmement habile et forte d'intervenants qui réussissent à changer une situation qui aurait pu être tout à fait catastrophique même, parce qu'on parle de personnes très malades, là, qui vivent des crises extraordinaires, mais qui tout à coup se transforment et désamorcent des crises graves par l'intervention. Alors vous intervenez, par exemple, vous faites des interventions auprès d'individus qui veulent vous consulter. Oui. La place de l'intervention pour aider les gens, elle est où? C'est-à-dire qu'il y a une énergie... C'est la place que les gens m'accordent. Oui. Parce que je ne peux pas aller plus loin de ce que les gens peuvent changer. Oui. Alors, il faut rester humble à ce niveau-là. On fait son possible. Donc, c'est sûr que les gens qui vont venir me consulter, je vais regarder la dimension psychologique. Après ça, mais les gens sont très, très fascinés par la voyance. Oui. Mais ce que je veux expliquer aux gens, la voyance, c'est vous, là. Oui. Vous, maintenant, qui préparez du futur. Oui. Donc, c'est très important pour moi de regarder la psychologie de la personne puis de lui faire comprendre sa propre psychologie. Autant personnelle, sociale. Et les gens, on va dire que les gens... Moi, je procède par de la voyance directe. Mais il y a des gens, par exemple, vont utiliser les cartes. Très bien. Mais qui prend la carte? Chez les individus qui font du tarot, c'est vous qui prenez la carte. C'est vous qui prenez les cartes. Les voyants qui vont utiliser les cartes ne font en fait que les interpréter. Mais c'est vous qui avez tiré les cartes. Maintenant, ma deuxième question, c'est pourquoi avez-vous tiré ces cartes là plutôt que d'autres? Comprenez-vous? Donc, on est toujours responsable des cartes que l'on tire. Alors, M. Pinard, nous tirons à la fin de l'émission. Nous sommes déjà rendus, il nous reste à peine 1 minute et demie pour le reste de l'émission. J'aimerais ça que vous disiez aux gens la façon dont ils peuvent entrer en contact avec vous pour soit une intervention individuelle de voyance ou une consultation personnelle ou même des conférences que vous donnez, des soupers-conférences. Alors, je donne des soupers-conférences depuis maintenant, je pense que ça fait 25 ans. Oui. Les consultations depuis presque autant de temps, presque 30 ans. Donc, c'est très simple. D'abord, premièrement, on vit à l'ère de l'Internet. Oui. Donc, c'est normandpinard.com. Pour Internet? Pour l'Internet. Et puis, mon numéro de téléphone qui est le 514-254-5919. Donc, c'est aussi simple que ça. J'essaie, à ce moment-là, je vais trouver le temps pour vous voir, pour vous aider. Voilà, mesdames et messieurs, et je suis convaincu que nous aurons d'autres sujets à l'infini avec M. Normand Pinard. Alors, je vous remercie et à la prochaine.